Monsieur le cardinal Scola, cher ami, merci d'avoir accepté cet entretien en français pour les téléspectateurs de KTO. Et je remercie les amis de TV2000 qui nous accueillent dans leur studio de Milan. Alors, vous allez parler en français, Éminence, et vous connaissez bien la France, les Français. On vous connaît à Paris par les traductions de vos ouvrages, par les conférences que vous avez faites à Notre-Dame de Paris, au Bernardin, et par les amis français. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience française ? Mon expérience française remonte depuis ma jeunesse. J'ai toujours été fasciné par la France. Et après mon bac, j'ai fait un premier voyage pour visiter les cathédrales, soit romanes, soit gothiques, et pour commencer à entretenir quelques relations, quelques rapports. Et puis, à fur et à mesure que le temps passait, surtout quand la réalité de Communio est née et la rédaction de Communio s'est formée autour du cardinal Lustiger, de Monseigneur Charles, etc., mes fréquentations se sont intensifiées. Et puis, j'ai habité 4 mois à Paris pour commencer une psychanalyse que j'ai fait à Paris pendant longtemps. Je suis venu à Paris l'été de 68 pour connaître directement ce qui se passait. J'ai eu l'occasion et un peu aussi disons, l'aventure de rencontrer soit des personnalités catholiques, comme par exemple Desserteau, j'ai rencontré Lévinas, j'ai rencontré Derrida, Tusser et d'autres pour essayer de comprendre. Et en tout cas, j'ai toujours eu, et je continue d'avoir, cette grande estime pour la capacité de la culture catholique française de détecter les changements qui se sont passés à l'intérieur de la vie de l'Église en relation avec la société civile. Je suis vraiment reconnaissant au fait que la France a toujours aidé l'Église à faire le pas, respectant le changement de la société comme tel. Et de tout ça, je reste encore convaincu et donc j'ai une grande reconnaissance pour le catholicisme français, pour les amis, surtout les amis de Communio et d'autres encore. Alors les éditions du Cerf viennent de publier la traduction d'un entretien autobiographique avec Luigi Geninazzi, « J'ai choisi la liberté ». Alors, si je peux poser une question impertinente, n'est-ce pas un peu vaniteux d'écrire une autobiographie, Éminence ? Si, peut-être le soit un peu, mais je dois dire que le mot autobiographie sur la couverture a été une opération de l'éditeur, parce qu'il disait qu'autrement, on ne comprenait pas disons, le donner... J'ai parié sur la liberté. Exactement. Ça risquait de devenir un titre pour un essai et non pas pour cet mélange de racontes personnels avec une série de jugements et d'observations sur l'évolution des temps. Alors tout commence avec l'enfance et l'adolescence. Vous êtes né en 1941 en Lombardie, dans un village près du lac de Côme, au pied des Dolomites, et vous avez grandi pendant la guerre et l'immédiate après-guerre. Alors qu'est-ce qui a été le plus important dans cette période ? Que retenez-vous de votre enfance et de votre adolescence ? Avant tout, de mon enfance, je retiens un souvenir véritablement très, très positif. Je pense qu'il a été, dans un certain sens, la période la plus importante de ma vie. Je suis né dans une famille très pauvre. Mon père est devenu, après son service militaire, un camionneur et ma mère s'occupait de la maison. J'avais un frère qui est mort dans un accident de rue en 1983 et surtout pendant la guerre, nous on a dû laisser notre pays parce qu'il était trop exposé au bombardement des deux parties et j'ai passé des mois
chez un oncle qui vivait dans une situation plus réparée. Et puis, lentement, soit par ma famille, soit pour la paroisse, j'ai été introduit à la foi chrétienne d'une façon très simple. Je dis toujours que d'apprendre la foi, c'était comme de respirer, c'était absolument naturel. Vous avez une enfance, une adolescence, comme tous les petits Italiens de votre génération. Vous allez en classe, vous jouez au football, vous allez au patronage, vous allez au caté. Et puis en terminale, alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez fini le lycée? Alors quand j'ai fini le lycée, avant tout, j'ai commencé et j'ai fréquenté par 2 ans le Polytechnique de Milan. Mais dans l'entretemps, l'idée qui avait surgi la première fois lorsque j'étais très petit de me faire prêtre, elle est devenue réelle, sérieuse. Et alors je suis passé à terminer la faculté de philosophie à la catholique de Milan, et puis je suis entré au grand séminaire de Milan directement. Et alors, c'est à ce moment-là, à peu près, que vous avez rencontré Don Giussani, qui est ce formidable aumônier de lycée à Milan, qui a formé de nombreuses générations de lycéens, puis d'étudiants, le mouvement étudiant et la jeunesse étudiante, et puis ensuite Communion et Libération. C'est ça. Alors, quel genre d'homme était Don Giussani? C'était, à mon avis, un génie pédagogique. Comme une fois l'a défini le cardinal Giacomo Biffi, archevêque de Bologne. Il disait que Don Giussani était le Don Bosco du XXe siècle. Mais il était un penseur très raffiné. Il enseignait théologie orthodoxe et théologie protestante à la faculté de Milan, mais en rencontrant des jeunes une fois dans un voyage sur le train et en discutant avec eux, il s'était aperçu qu'il ne connaissait pratiquement rien du christianisme. Alors il a décidé de laisser sa chaire à la faculté et d'entrer dans un lycée comme enseignant de religion. Et là, il a commencé cette réalité qu'aujourd'hui s'appelle Communion et Libération, qui est diffusée environ dans 100 pays du monde. Nous allons entendre quelques mots de vous, un portrait de Don Giussani. Volontiers. Un génie de l'éducation. Voilà qui était le Gius. Il était issu d'un milieu riche d'initiatives culturelles, tel qu'était de son temps le séminaire de Venegono. Ce qui comptait pour lui, c'était la relation personnelle de contemporain du Christ, qui entre en rapport avec la personne de chacun et met en jeu sa liberté. Il avait compris que le seul rapport que l'on puisse avoir avec la grandeur du Christ est la contemporanéité. Sinon, c'est comme avoir des rapports avec un mort. Sa vie n'est plus pour moi un aiguillon, je peux l'admirer et cependant continuer de vivre selon mes catégories. C'est quelque chose d'exceptionnel, à bien y réfléchir, qu'un jeune séminariste comme Luigi Giussani, coupé du monde dans les années sombres de la guerre, assimile ce qu'on lui enseigne à tel point qu'il le dépasse et, pour ainsi dire, l'intègre dans une vision du monde complètement neuve et originale. Alors, vous étudiez l'ingénierie, puis la philosophie. Et alors là, nous sommes dans les années 70. Les choses ne se passent pas très bien. En Europe, du reste, un peu partout, c'était le même problème. Qu'est-ce qui s'est passé au juste dans vos affaires de séminaire? Dans mon affaire de séminaire, c'est passé que je suis entré au séminaire lorsque j'étais déjà très âgé. J'en avais parlé avec le cardinal Colombo parce que j'étais dans l'entretemps devenu président de la Fédération universitaire catholique et il m'a dit mais continue cette expérience et après on prendra la décision. Et la décision concernait le fait que depuis les 28 ans, si j'aurais pas été ordonné sous-diacre, j'aurais dû faire 1 année et demie de service militaire qui se serait déroulé sur 3 ans. Alors,
bon, le recteur du séminaire disait que c'était trop peu le temps de ma présence au séminaire et que j'avais encore une allure trop laïque, que je n'étais pas mûr pour faire ce passage. Et pour terminer, je suis passé au diocèse de Teramo où l'évêque me connaissait bien et j'étais ordonné là-bas. Mais il y avait quelques difficultés aussi, je pense, à admettre une organisation, Communion et Libération, différente dans sa structure des structures diocésaines. Après votre ordination, vous êtes parti étudier, puis enseigner à Fribourg, en Suisse. À Fribourg, c'est ça. Il y avait une communauté de Communion et Libération fondée par Corecco, le fameux canoniste qui est devenu après évêque de Lugano et que malheureusement il est mort très jeune. Alors nous vivions ensemble dans différents appartements et tout le monde collaborait pour la cuisine, pour la vaisselle, etc. Mais c'était une échange continuelle à partir justement de la rencontre personnelle et dans le même temps communautaire qu'on avait fait avec l'événement de Jésus-Christ. C'était un moment très délicat aussi dans une petite ville universitaire comme Fribourg. Il y avait la présence de la Ligue marxiste-léniniste à l'université. Nous aussi avons décidé de prendre position publique. On discutait sur le sens de la vie, sur le fait qu'on ne pouvait pas reculer dans le passé pour rencontrer le Christ, mais qu'il était vivant, présent en tant que ressuscité. Il y avait aussi de grands maîtres dominicains. Exactement. J'ai eu l'avantage d'avoir des professeurs de grand niveau. Je veux citer Spik, Vicaire, Barthélemy, Bokinski, et on pourrait en ajouter d'autres. Et j'ai eu un grand avantage de ce point de vue-là. Et ça a été pour moi une période que j'ai après repris 10 ans après comme avant tout assistant-chercheur avec le professeur Höfe. J'ai fait un volume sur la Fondation des droits naturels en Maritain. Et puis, je suis devenu assistant du professeur Pinkers. Alors, enseignant à Fribourg, vous êtes appelé par Saint Jean-Paul II, ensuite à l'Institut Jean-Paul II. Exactement. L'Institut Jean-Paul II pour la famille. Et quel était un peu le but quel est le but de l'Institut Jean-Paul II? Expliquez-nous. Le but de Jean-Paul II, qui maintenant, vous savez, a été un peu transformé, c'était l'importance que le Saint Jean-Paul II avait bien compris de la famille et surtout de la relation entre la personne, le rapport entre l'homme et la femme, la famille et donc la génération, c'est-à-dire la procréation et l'éducation. C'était une idée qui était venue du synode sur la famille et de Familiaris Consortio, qu'il fallait étudier ces problèmes du point de vue de la théologie, de la philosophie et des sciences humaines. Je me rappelle bien qu'après l'une des premières rencontres avec la faculté, Jean-Paul II me dit « Tu dois faire l'anthropologie, mais pas comme tu la faisais à Fribourg, mais en partant du rapport personne, homme, femme, mariage, famille, génération. » C'est ce qui a donné le beau livre, Le mystère des noces, qui a été traduit en français il y a quelques années. Exactement. Voilà. J'ai mis sous le titre, d'ailleurs l'expression c'est du pape lui-même, toute cette thématique sous le titre de mystère nuptial, et qui était traduit en plusieurs langues. Et je crois que ce changement de perspective théologique et de réflexion a été très important aussi pour ma vie pastorale. Corecco disait toujours une chose que je trouve très actuelle et que je répète toujours aujourd'hui, que si nous perdons la présence des familles dans la société, le christianisme perd sa force d'incarnation. Et alors, l'Église devient cléricale et incapable de proposer la beauté et la convenience du Christ pour l'homme d'aujourd'hui. Et comment voyez-vous alors les grandes transformations qui se produisent, une sorte de révolution dans la famille en Europe aujourd'hui?
On pourrait employer beaucoup de temps pour faire l'analyse de ce que s'est passé. Certainement, il y a la grande question d'un individualisme qui est un peu narcisse dans la société d'aujourd'hui et de ce que j'appelle une certaine, disons, individualisme autistique qui empêche de voir la relation comme décisive au point de vue de la substance et surtout empêche de comprendre la beauté et la convenience de s'aimer pour toujours, le per sempre, nous disons en italien. On a perdu ça. Et nous, je dis, les hommes d'église, prêtres, laïcs, etc., religieux, fatiguons beaucoup à faire passer ça. On retourne au thème de la contemporanéité de Jésus. Et alors, divine surprise, à ce moment-là, le pape vous nomme au petit diocèse de Grosseto. Alors, c'est où Grosseto, pour les Français? Grosseto, c'est dans la Maremma. C'est une région qui est au nord de Rome, sur la mer de Tirreno, et qui est un très petit diocèse de 140 000 habitants, où j'ai fait une expérience formidable, parce que le petit nombre permettait de rester, c'était pratiquement une grande paroisse, de rester en contact avec tous les gens, les jeunes, etc. Une diocèse, un peuple solide, l'un des plus solides que j'ai jamais rencontré, mais beaucoup anticlérical. C'est une zone rouge, alors vous étiez comme Don Camillo et Pépone. Et pas exactement comme ça, mais quelque chose d'analogue, on peut y trouver. La chose était commencée, la situation du diocèse a commencé par le fait que l'État pontifical portait tout ce qui condamnait justement hors de la diocèse en Italie, on dit au confino, je ne sais pas comment on pourrait dire en français. Les confins. Le confin, non. Et alors, sur ça, il y a eu une empreinte très forte, avant tout du franc-maçon et puis du Parti communiste. Mais quand je suis allé, la capacité, la possibilité de dialogue avec le Parti communiste qui dominait tous les petits pays, la ville, etc., était bonne. On se parlait et on trouvait la voie pour aider la situation. Et votre expérience d'éducateur, vous l'avez continuée en fondant une école? Exactement. J'ai fondé une école qui arrivait au lycée. Et c'était l'unique école qu'il y avait entre Rome et sur toute la mer du Tirrène jusqu'à Livorno, qui est toujours vivant, bien qu'elle a trouvé beaucoup de difficultés, surtout financières, parce que vous savez comment est la situation de l'école libre en Italie. Et puis, on a eu aussi d'autres choses intéressantes. J'ai fondé un centre d'études culturelles et politiques, Ildebrando da Soana, qui est devenu pape. Il a été un grand réformateur. Et beaucoup d'autres choses j'ai pu faire dans ce petit diocèse où je suis resté seulement 4 ans. Voilà, parce que, nouvelle étape, le pape Jean-Paul II vous appelle pour diriger l'université du Latran. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est l'université du Latran à Rome? L'université du Latran, aujourd'hui, c'est l'une des plus importantes universités ecclésiastiques qu'on trouve à Rome. Non? Quelle est son histoire? Son histoire commence comme, disons, le lieu d'étude du grand séminaire romain. Mais je crois, sous Jean XXIII, elle s'est détachée. Elle est devenue avant tout une faculté de théologie, après la philosophie, après le droit, aussi le droit civil. Moi, j'ai introduit la possibilité pour les laïcs de fréquenter le droit civil en connexion avec d'autres universités étatiques d'Italie. Et
Et aujourd'hui, elle a un poids. On l'appelle un peu l'université du pape parce que c'était l'université du séminaire romain. Alors, en cette année 2020, nous avons vu comment le cardinal Newman est devenu le patron des universités. Alors, quelle est un peu votre expérience, votre point de vue sur l'enseignement, les enseignants-chercheurs, les étudiants? Je disais toujours que, disons, le niveau d'une université se voit dans la qualité de la vie ordinaire, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement, l'étude. Alors j'ai beaucoup travaillé dans cette direction. Aujourd'hui, je vois une tendance à donner du prestige à l'université à travers les new médias, en faisant Vous avez aussi fait de l'université un lieu de vie, de rencontre des étudiants et des enseignants. Exactement. Lorsque je suis à l'université se fermait entre 1h et 15h. Alors, je fais une mensa, j'ai fait des aulas pour l'étude, surtout pour le troisième niveau, le degré du doctorat, et j'ai essayé, comme on fait après mes successeurs encore mieux dans un certain sens, d'aider la création d'une vie communautaire réelle qui, et moi, directement comme recteur, je donnais un cours de caractère général. La présomption, évidemment, c'était exagéré, un peu en m'inspirant à l'idée de Guardini à Munich, à Monaco, et dans lequel j'essayais d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de faire une université et une université ecclésiastique. Alors, à votre grand souci pastoral, vous avez toujours joué un grand souci de rigueur intellectuelle. Et cette rigueur intellectuelle, vous la devez peut-être en partie à Joseph Ratzinger, que vous aviez rencontré quand vous étiez étudiant. Oui, je n'ai pas été directement étudiant de Ratzinger, mais je le rencontrais avec Balthasar à l'occasion de la naissance de Communio. Et vous m'avez raconté l'histoire, l'anecdote, quand vous lisiez Le Monde. Vous m'avez raconté ça, donc vous le racontez pour les téléspectateurs. C'est vrai, vous avez raison. Une fois, un après-midi, j'étais réuni à Fribourg, je suis passé par la cafétéria, là il y avait tous les journaux, et j'ai pris Le Monde et j'ai vu un petit passage dans lequel on disait que le tentative de Le Guillou, Ratzinger, et Balthasar et d'autres de faire une revue théologique internationale avait fait faillite. Alors je suis allé chez Correcco qui connaissait un peu Balthasar et j'ai dit en pensant à Iacabuc, à Bagnoli qui commençait, pourquoi on n'essaye pas de voir s'il est possible de faire quelque chose. Alors on est allé avant tout chez Balthasar qui nous a dit peut-être une bonne idée, mais c'est pas à moi de décider, aller chez Ratzinger. Et on est allé à Ratisbonne. On a parlé avec Ratzinger et comme ça, lentement, les choses se sont passées. Les Allemands ont commencé les premiers et l'année suivante, nous, les Italiens. Et puis, vous êtes venus. Etc. Vous avez été parmi les premiers participants de la rédaction italienne de Communio. Et alors, c'est une expérience de faire une revue de théologie qui est aussi une revue de culture, un instrument théologique, comme vous disiez. Nous, on a toujours voulu faire ça. Mais je dois beaucoup à Communio de ce point de vue parce que j'étais un jeune de 30 ans, jeune prêtre, j'ai pu rencontrer des grandes personnalités. Ça a été le grand avantage de ma vie, disons. Parce que vous avez rencontré le père de Lubac, à cette occasion. Le père de Lubac aussi, Balthasar de Lubac, etc. Puis, on est né l'amitié avec toi, avec Marion, Duchesne, Brague, etc. Et disons, j'ai tout appris, surtout par ces grands penseurs, disons. Et j'ai eu aussi l'occasion de faire 2 livres, interviews avec de Lubac et avec Balthasar dans 85 à propos du synode spécial sur le concile et né un rapport d'amitié très profond. Alors vous quittez le Latran,
lorsque vous êtes nommé archevêque patriarche de Venise. Alors, comment avez-vous vécu ce passage d'une prestigieuse université italienne à un siège aussi prestigieux que le patriarcat de Venise? Il y a quelque chose évident. Il y a quelque chose d'étrange à ce sujet, parce que le pape voyait régulièrement le recteur du Latran et surtout de l'Institut. C'est-à-dire vous? C'est deux fois par an. Non? On faisait qu'est-ce qu'on appelle en curie une espèce d'audience de tabella. Hein? Et alors j'allais avec des notes, etc. Et c'était le patriarcat de Venise était sans évêque, et alors tous les journaux faisaient des hypothèses, et aussi mon nom sortait sur la presse. Et à la fin de cette audience, au mois d'août, le pape me dit il y a beaucoup de gens qui viennent me dire qu'il serait bien que tu fasses le patriarche de Venise, mais je trouve qu'un recteur d'université vaut beaucoup mieux qu'un archevêque. Bon. Et puis, vers la deuxième moitié de décembre de la même année, le pape m'appelle m'invite pour un déjeuner, et il me dit écoute, j'ai décidé de t'envoyer à Venise, parce que Venise a besoin d'une personne qui a une certaine connaissance de la pastorale, comme tu as fait à Grosseto, puis qui a un certain profil aussi intellectuel et qui a pu connaître un peu l'Église, parce que comme recteur de l'université, je visitais régulièrement pas mal des séminaires et des facultés qui étaient connectés avec... Et alors, comme je savais que le pape, sur la question, pas Saint Jean-Paul II, sur la question de l'obéissance était très, très dur, et donc j'ai accepté, je me suis trouvé à Venise. Alors, quand on est patriarche de Venise, on a d'abord affaire à une masse de touristes. Et est-ce qu'on a des paroissiens? Est-ce qu'on a des diocésains à Venise encore? Mais Venise est une diocèse très complexe. Hein. En réalité, c'est l'union de quatre réalités très différentes. Il y a la Venise lagunaire, qui est sous les grands problèmes dont on a parlé aussi dans ces jours. Puis il y a Mestre et Marghera. Puis il y a toute la partie qui entre dans le Veneto, des petites industries familiales. Et puis il y a la partie des vacances d'été qui arrive jusqu'à Caorle. Donc, c'est complexe de gouverner ce diocèse, parce que, bien que le chrétien ait une formation unitaire, et il n'y a pas aussi tra le peuple. Par exemple, dans ces jours, il y aura le 5e référendum de Mestre qui veut se détacher de la ville lagunaire. Et alors, évidemment, la grande partie du travail se fait non simplement dans la ville lagunaire, mais surtout dans ces différentes parties. La ville lagunaire présente des grands problèmes, pas seulement les marais, la grande aqua, comme disent les Vénitiens, mais aussi un problème démographique énorme. Dans très peu d'années, 15 années, la Venise lagunaire est passée de 150 000 habitants à 50 000. Il est très difficile et très cher de vivre à Venise. Et il y a ce problème difficile, et je pense que pas seulement les organismes civiques de la commune, de la région de Venise et du gouvernement italien, mais il faudrait que des institutions internationales se prennent à cœur Venise si on veut vraiment la sauver et sauver une merveille. Alors, Venise, c'est Venise monument, c'est aussi Venise diocèse. Exact. Et je sais, par mes fréquents séjours à Venise, combien vous êtes resté dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens, comme un pasteur attentif. Vous avez parcouru votre diocèse, des visites pastorales, racontez-nous ça. J'ai fait une visite pastorale qui a duré longtemps, presque 6 ans. 6 ans. Hein? Et j'allais tous les semaines, le vendredi après-midi, je commençais en rencontrant les malades, et puis je rencontrais tout.
mon idée, c'était de ne pas me borner à voir seulement les réalités ecclésiales, mais je rencontrais les réalités civiles. Vous savez que l'Italie est le pays dans lequel la société civile est la plus vivante de toute Europe. Même dans la commune la plus petite, il y a une quantité d'associations. Et je suis convaincu que si on veut récupérer la politique au sens profond du mot, il faut repartir de la base de cette réalité. Et alors, j'ai eu une occasion extraordinaire de rencontrer le peuple, de discuter aussi avec les différentes mairies et les différentes institutions qui étaient présentes là-bas. Et j'ai pu essayer de placer aussi les deux idées que j'ai lancées depuis Venise, l'institut que j'appelais Marcianum, en partant de Marcianum à cause de Saint-Marc. À cause de Saint-Marc, exactement, qui voulait être une réalité pédagogique et scientifique qui partait de l'école maternelle et arrivait jusqu'au niveau du post-grado, de l'université. On a une faculté de droit canon qui résiste encore au moment. On a essayé de faire de la théologie et surtout des réalités internationales de recherche. Et puis, on a fondé le centre Oasis pour la rencontre. Alors, on va en parler dans un instant, parce que là, je vous avais dit qu'il y a votre présence pastorale à Venise, Venise monument, on en a parlé. Et la troisième chose, nous y venons, Éminence, c'est Venise, la charnière entre l'Occident latin et l'Orient grec et arabe. Exactement. Alors, de ce point de vue, avec le monde orthodoxe, on a eu un rapport profond parce que Paris et Venise ensemble sont le siège du patriarcat écuménique pour l'Occident. L'évêque, le métropolite Gennadios, qui passe son temps entre Paris et Venise, était très lié à notre Église. On s'est toujours aidé. Et puis, à fur et à mesure que la situation de l'Est a changé, aussi les Russes sont venus. Kirill est venu 2 fois avant d'être le grand patriarche, et on a établi avec eux des relations, des rapports. J'ai eu des rapports véritablement profonds avec notre frère juif, parce qu'à Venise, il y a une histoire. C'est une communauté petite, mais il y a 5 synagogues, l'une plus belle de l'autre. Il a une bibliothèque spécialisée, il a une librairie, un musée, et la présence du monde juif est très importante. Et puis, on a commencé le rapport avec les musulmans qui venaient là surtout pour le travail, mais qui était aussi l'héritage de la grande histoire de Venise. C'est l'initiative de la Fondation Oasis, et la merveilleuse revue qui paraît en arabe, en italien et en français, et qui est un trésor vraiment de renseignements, d'informations, à la fois par des auteurs musulmans et des auteurs chrétiens. J'ai dit que j'ai été poussé la première fois à faire quelque chose dans cette direction. Dans l'an 2000, j'étais à Damas parce que j'étais allé à Beyrouth pour visiter l'université de la sagesse qui est connectée avec le Latran. Et le nonce m'a invité à Damas à avoir un déjeuner avec les représentants de 7 rites catholiques qui sont au Moyen-Orient, et il m'a tout petit peu poussé, un peu aussi accusé tous que nous ne faisons rien pour aider les chrétiens là-bas, etc. Et lorsque je suis arrivé à Venise, j'ai vu qu'il y avait la possibilité réelle de nous ouvrir à un dialogue culturel, pas de type technique, mais culturel au sens large du mot, avec la réalité musulmane, en tenant compte et en partant de l'expérience de nos frères chrétiens qui vivent
dans ce pays. Alors, le centre Oasis est né comme ça. Il s'est articulé. Maintenant, il a un comité scientifique qui est composé de gens qui viennent de Singapour et arrivent jusqu'aux États-Unis. On se retrouve tous les années. Et la revue, la newsletter, des bouquins, des rencontres. On fait une année une rencontre en Europe occidentale, une autre année au Moyen-Orient. On a été au Caire, Amman, Beyrouth, et on a même visité Karakosh, etc., et Erbil et d'autres pays de ce genre. Et cette réalité est très bien, a un très bon succès, surtout en Orient. En Occident, je vois qu'au-delà de tout ce que les journaux disent et de tout le discuter qu'on en fait, il n'y a pas un intérêt vraiment vivant à comprendre et à connaître qu'est-ce que c'est l'islam, chose dont nous aurions besoin. Vous avez été toujours le partisan intellectuel d'une rencontre, d'une société plurielle, du métissage. Et on va peut-être entendre un texte que vous avez écrit précisément sur la société plurielle. La société plurielle est non seulement une réalité de fait, mais aussi une idée enracinée dans la conscience collective et codifiée à tous les niveaux. Le pape François a raison de dire que nous ne sommes pas devant une époque de changement, mais devant un changement d'époque. Nous percevons tous qu'une époque de l'histoire vient de se conclure, mais nous n'arrivons pas à imaginer ce que sera l'homme du 3e millénaire. Sur ce point, il y a aujourd'hui deux interprétations opposées. La première réduit la tradition chrétienne à une réserve de valeurs, une sorte de ciment éthique capable de servir de liant à la démocratie. La seconde identifie le christianisme à l'annonce de la croix pure et nue, pour le salut de tout autre. Il n'y a que cela qui compte. Il n'est pas besoin que tout le reste soit marqué d'un quelconque signe chrétien. On pourrait appeler cela une crypto-diaspora. Je suis tout à fait convaincu qu'il existe une troisième voie entre ces deux interprétations, toutes deux réductrices du christianisme. Il s'agit de reconnaître que la foi a une imprescriptible valeur anthropologique, sociale et cosmologique, dont les implications doivent être approfondies au niveau personnel et communautaire et proposées à tous. Ce qui veut dire que le croyant accepte complètement la logique de la confrontation aux différentes forces qui s'exercent dans la société plurielle. Alors, après Venise, le pape Benoît XVI vous a transféré au siège de Milan. C'est un siège illustre, mais aussi un énorme diocèse, l'un des plus gros diocèses du monde. Alors, comment peut-on passer de ce diocèse historique qu'est Venise à cette grande machine qu'est le diocèse de Milan? Comment peut-on travailler à évangéliser un diocèse aussi énorme? Avant tout, je dois faire une remarque personnelle. Je suis milanais d'origine. Alors, j'ai un peu conçu mon appel à Milan comme un retour à la maison. Hein? C'était mon monde. Je retrouvais ma jeunesse. Je retrouvais la première longue partie de ma vie. Il y a quand même une identité lombarde. Je vous entendais tout à l'heure, éminence, dans la rue, parler en dialecte lombard avec des amis. C'est parce qu'on faisait toujours... on parlait comme ça à la maison. Hein? On parlait... Et il y avait eu de la part des enseignants, etc., dans les années 40-50, l'essai de nous aider à parler seulement en italien, etc. Mais dans la cour, au football, avec les copains, vous parliez lombard. Mais j'avais un oncle qui s'occupait de pédagogie, qui m'expliqua que le dialecte, c'était en fait une autre langue, c'était une chance en plus. Et alors, j'aime beaucoup parler aussi aujourd'hui de mon dialecte. Alors Milan, c'est une métropole avec de grandes traditions, la tradition d'Ambroise. C'est ça. Donc on ne comprend pas Milan si on ne comprend pas Ambroise. Ambroise, c'est dans le même temps l'homme de la société civile, première partie de sa vie, et puis l'homme de l'Église. Et ce mélange dans sa personnalité qu'on voit
dans sa vie et surtout dans son engagement pastoral, repris sous une autre forme par Saint Charles Borromée. Après, on voit comment la dimension spirituelle, la dimension civile dans la réalité de Milan se fondent d'une façon harmonieuse dans le respect de deux différentes réalités. Il y a un exemple qui est très important depuis longtemps. Le jour avant la grande fête de Saint-Ambroise, l'archevêque de Milan tient en Saint-Ambroise, dans l'église de Saint-Ambroise, un discours à la ville. Un discours de caractère civil. Et tout le monde vient. Il y a des centaines de maires qui viennent du diocèse pour participer à ce geste. Et ce geste a toujours vie à une confrontation qui va même sur la presse, à la télévision, etc. L'archevêque a présente un projet à la ville de Milan, dans sa réalité civile. Partant des besoins concrets de Milan. Et ça, c'est un signe. Et le rite ambrosien, c'est ce qui fait de Simon à cette réalité. Il est assez singulier que beaucoup de grands diocèses se sont divisés dans ces dernières 20 années. Paris, par exemple. Par exemple, à Milan, personne ne demande de se séparer. On pourrait faire 4 ou 5 diocèses de 700 000 habitants, mais personne ne demande. Alors, et ça est lié aux origines, vraiment, à la figure d'Ambroise, et puis les grands évêques qui se sont succédés aussi dans le siècle passé. Je pense à Ferrari, à Schuster, à Montini, à Colombo, à Martini, à Tettamanzi, et qui ont beaucoup donné, et que tous, soit les Milanais d'origine, soit les autres, ont essayé de toucher la source de cette ambrosianité. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont tous les Milanais vont plein d'orgueil, mais on devrait être capable de le faire connaître mieux. Alors à Venise, puis à Milan, vous avez reçu 3 fois un pape. Ah, c'est 2 fois Benoît XVI et 1 fois François. Ça, c'est vraiment une exception, je pense, et c'est une grâce très grande que j'ai eue. Benoît XVI est venu pour visiter pastoralement la ville, et puis à Venise. Puis est venu à Milan pour les grandes journées de la famille, et le pape François est venu pour une visite pastorale. Tous les 3 fois ont été une expérience extraordinaire, une réunion de peuple qui selon les évaluations, à Milan a touché 1 million de personnes à la grand-messe, mais aussi à Venise, on ne savait pas où mettre les gens. Donc. Et tout cela montre la réaction que les Milanais ont dans le cœur en face à tout essai de diminution de la racine chrétienne de la ville de Milan et de toute la réalité du diocèse. C'est pour ça que dans la messe de congé que j'ai fait lorsque j'ai laissé la charge, j'ai parlé du fait que à Milan, il y a encore une racine de christianisme populaire très vivante. Il faut maintenant que les nouveaux jetons s'enracinent sur cet vieux arbre et puissent aider une réforme réelle de la vie de l'Église. Mon successeur est en train de travailler beaucoup dans cette direction. Nouvelle étape de votre vie, Éminence. Maintenant, vous avez logé dans un petit presbytère qui domine le lac de Côme, près de votre village natal. Et alors, question peut-être impertinente, comment allez-vous occuper ce temps de retraite ?
Ce temps de retraite, disons, on pourrait distinguer un niveau profond de caractère ascétique ou spirituel. Et c'est la dernière phase de ma vie. Et alors, je demande, si j'en suis capable, que le désir de voir le visage de Christ devienne plus fort que l'attachement à ce monde, parce que je suis fils d'ouvrier, je suis très attaché à la réalité concrète. Et je me souviens toujours ce que disait un ami à moi, un grand ami à moi, américain, qui est mort maintenant, que peut-être que ce monde soit une vallée de larmes, mais on y pleure bien. Alors le risque, je dois dire que je suis comme attitude intérieure dans une phase de lutte. J'essaye de demander la grâce de désirer de voir le visage de Dieu et de retrouver tous les gens que j'ai aimés et de se retrouver tous dans la communion des saints, mais la lutte est encore là. Au point de vue concret, il faut encore, à un certain âge, ça arrive pour tous, tenir compte des différents aspects qui regardent la santé, qui n'est plus celle du foie, et le vieillissement en général qui affaiblit et qui ne rend pas facile toujours le travail. Alors, mais j'ai encore trop d'invitations, non seulement en diocèse, j'ai laissé tomber des choses aux États-Unis, en Allemagne, etc. Mais je suis invité pour la confirmation, je suis invité pour les fêtes paroissiales, à faire des conférences, etc. Et surtout, j'essaie de donner espace aux gens qui demandent de parler, qui veulent une confrontation, qui veulent se confesser. Nous espérons pouvoir longtemps compter sur vous dans cette vallée de larmes, Éminence. Merci de nous avoir consenti cet entretien pour KTO TV dans les locaux de TV 2000 à Milan, à l'occasion de la sortie de la traduction en français de votre dernier livre aux éditions du Cerf, J'ai parié sur la liberté. Merci, Éminence. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs.